me in the morning. A long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be done. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être fidèle à ce rendez-vous du matin Kénkeliba. Nous sommes jeudi et il s'agit du 4e numéro de la semaine. Et comme toujours, je suis très contente de vous retrouver ce matin encore pour un autre numéro de Kénkeliba. Donc, et comme tous les jeudis, nous aurons dans quelques instants sur le plateau le coach Tanda Khanyai pour sa capsule gymnastique en direct aujourd'hui, comme cela se fait tous les jeudis. Et deux invités vont nous accompagner également jusqu'à 8h avec Alioune Badara Kane. Je rappelle que vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. L'équipe de ce jeudi, c'est le coach Tandaha, comme je le disais tout à l'heure. C'est Alioune, très bien habillé aujourd'hui sur son 31. Je ne sais pas pour quelle occasion, il va peut-être nous dire. Et avec nos deux invités également, Alioune va nous présenter tout à l'heure leur profil. Bonjour. Bonjour la reine. Ça va? Ben, ça va, alhamdoulilah. C'est à quelle occasion? Bon, j'avais juste envie de profiter des derniers jours du froid. Quelle élégance. Au Sénégal. Quelle élégance au pour pouvoir pluriel. sortir en tout cas les vieux smoking. De même que coach également. Hein? Voilà. Ça va, coach? Oui, ça va très En bien. forme? Ah oui, puisque là, c'est comme d'habitude. Hein, oui. Le matin, bon, le petit-déj, avant ça, c'est surtout la gym, quelques pompes. Oui. Hein, je crois que là, c'est vrai que c'est la vie des casernes. Oui. Aujourd'hui, on a vraiment l'occasion de voir de l'uniforme. Alors, ça fait beaucoup de bien, puisque dans les casernes, c'est comme ça, le chant des casernes, ça attire. Oui. C'est donc le sport, rien que le sport. Alors, le colonel ne va pas nous démentir, exactement. Le colonel également ne va pas nous démentir. Il y en a deux aujourd'hui. Parce que le sport rime avec les forces de défense et de sécurité. Absolument. Alors, bonjour également à nos deux invités. Et tout de suite, Alioune nous présente leur profil. Alors, il a bien donné le ton de la rubrique invité du jour. Hein. Oui. Les casernes seront à l'honneur à travers ces deux corps prestigieux. Donc, les sapeurs-pompiers, donc la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la douane, représentés donc respectivement par deux colonels. Hein. Un excellent link, on va dire. Alors, le colonel Pape Ange Michel Diatta, qui est donc le chef de la chaîne emploi à l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, mais il est là surtout en sa qualité de chargé de la communication, bien sûr, de cet illustre corps. Et il revient avec nous sur donc, cette réception de cet important matériel, hein, presque 515 véhicules qui seront dédiés donc aux sapeurs-pompiers pour un meilleur déploiement à travers le territoire national. On reviendra bien sûr sur l'importance en tout cas de cet effort consenti par l'État du Sénégal pour équiper donc la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Comment ce matériel-là sera-t-il utilisé? Mais sa maintenance aussi, c'est extrêmement important. Bien donc sûr. Voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec le colonel Pape Ange Michel Diatta. Et à sa suite, un autre colonel, mais celui-là de la douane, un parent, Ousmane Kane. Donc c'est un plaisir pour moi, mais certainement ça va être une bonne grâce pour vous de Kénkeliba d'avoir deux Kane en plateau. Alors le colonel Ousmane Kane, qui est le directeur régional des douanes du Nord, il est là en sa qualité, bien sûr, donc de représentant de ce corps qui est la douane pour parler donc de la journée mondiale qui leur est dédiée. Et le thème donc de cette journée mondiale reste, nous échangerons bien sûr autour de ce thème. Alors pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Et donc bien sûr on parle encore une fois de l'importance de la douane. Si on parvient à avoir nos salaires à temps, ils y contribuent d'une certaine façon. Absolument. Voilà, parce qu'on les appelle les soldats de l'économie. Sans la douane, bon, l'économie sénégalaise se serait effondrée. On ne le souhaite pas. Ça montre tout simplement ô combien ils sont importants pour le pays, pour le Sénégal. Et donc, on parle là, bien sûr, de ce thème, de comment la douane également se positionne par rapport aux nouvelles technologies, sa modernisation, voilà, les partenariats qu'elle ne cesse de tisser aussi, ici avec le secteur privé, mais également avec le secteur public. Donc, voilà les questions qui seront abordées aussi avec notre deuxième invité, le colonel Ousmane Kane. Exactement. Et je rappelle que vous pouvez aussi réagir sur ces différents sujets qui seront développés tout à l'heure avec nos deux invités, mais aussi sur le sport, puisque c'est toujours d'actualité. On va parler dans un petit instant de la CAN, surtout avec cette rencontre qui nous attend. On va tout de suite en parler. D'abord, bonjour à colonel Diatta, bonjour également à colonel Kane et bienvenue sur le plateau de Kénkeliba, messieurs. Bonjour, donc merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc je salue tous les téléspectateurs de l'émission Kénkeliba.
au nom de M. le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, vous remercier surtout pour l'invitation qui a été faite. Oui. La RTS, c'est notre maison et c'est tout un honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour parler en fait de la cérémonie qui se tiendra demain. Oui. Et qui sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en sus de toutes les autorités militaires et civiles au niveau de l'enceinte de l'hôpital, de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Exactement. Bonjour, colonel Kane. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Merci beaucoup. Alors, Alioune, comme je le disais tout à l'heure, hier, j'ai automatiquement pensé à toi. On craignait le pire, et le pire, finalement, va se produire. Bon, le Sénégal qui va justement rencontrer la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée à la dernière minute. De justesse aussi, la Côte d'Ivoire passe finalement. Bon, on va hériter d'une miraculée. Hein? Oui. Et attention à l'énergie du miraculé. Hein? Oui, parce que la Côte d'Ivoire vient de très loin. Ça commence à être stressant. Ils se diront que ça, c'est un signe de Dieu. Ils nous donnent une deuxième chance et on la saisira. Et surtout devant le Sénégal pour démontrer à leurs supporters que ce qui s'est passé l'autre jour contre la Guinée équatoriale était juste un accident de parcours. Oui. Mais cela ne saurait refléter la véritable valeur de cette équipe ivoirienne. Donc, ce qui fait que ça va être un match très serré, très disputé hein, pour le Sénégal. Moi, j'ai toujours peur des équipes, en tout cas organisatrices, parce qu'elles seront portées par leur public. Elles auront un supplément d'âme et c'est un huitième de finale. Ils ont la possibilité, pourquoi pas, de contraindre le Sénégal au partage des points et de le pousser au tir au but. Parce que du point de vue intrinsèque actuellement, depuis que le tournoi a commencé, on voit que les joueurs quand même sénégalais ont une certaine ascendance sur les joueurs ivoiriens. Oui. Mais comme je l'ai dit, étant portés par leur public, jouant à domicile, bien sûr, naturellement, et avec également ce devoir-là de démontrer que ça a été un accident, que ce qui s'est passé contre la Guinée équatoriale ne saurait refléter donc le véritable niveau, les joueurs ivoiriens donneront tout. Et donc ce sera au Sénégal vraiment d'être costaud mentalement. D'autant plus que l'histoire, si on l'interroge, les matchs avec les pays organisateurs ne nous ont jamais souri. Parce que en 80, excepté le 86, hein, bon peut-être, où le Sénégal, à la surprise générale, a battu l'Égypte, mais parce que personne ne l'attendait aussi. Mais en 90, on s'est fait pratiquement voler notre demi-finale par l'Algérie. On revient en 2000, on se souvient encore de ce match-là extraordinaire avec tout ce qu'il y a eu comme incidence face au Nigeria. Là également, on est sorti par les pays hôtes. En 2004, face à la Tunisie également, bis repetita. Ça a été aussi le cas en 2006 face à l'Égypte. Donc, comme quoi, le Sénégal, souvent, a du mal à franchir le cap s'il a sur son chemin, donc le pays organisateur. Mais je pense que sous Aliou Cissé, quand même, on a vaincu pas mal de signes indiens. Et pourquoi pas, la Côte d'Ivoire qui pourrait être la prochaine victime du Sénégal. Mais en tout cas, c'est une compétition. On ne peut pas gagner la CAN sans rencontrer de grosses cylindrées. C'est ça, il faut absolument être prêt à rencontrer notre équipe toutes est préparée, les équipes. Même si ça va être un défi de taille, une bataille entre éléphants et lions. Bon, je pense que le lion l'emportera parce que l'éléphant là est très mal en point. Ah, tu crois? Mais est-ce que ce retour de la Côte d'Ivoire, ce retour spectaculaire, on va le dire comme ça, de la Côte d'Ivoire et cette motivation de l'équipe, mais surtout du peuple ivoirien, pourrait éventuellement à lui constituer une pression peut-être pour les Sénégalais? Mais ça va être bien sûr une pression pour le Sénégal, c'est clair, parce que vous allez jouer dans un stade acquis à la cause de l'équipe adverse, c'est normal. Donc forcément, c'est pourquoi je dis il faudra être costaud mentalement. Psychologiquement, je crois que notre équipe est bien quand même préparée. Vous avez vu comment elle a su tenir tête au Cameroun, comment elle a dominé dans le jeu. Le Cameroun, ça aussi, il faut le souligner, c'est un fait notable. Dans le jeu, le Sénégal a dominé et a battu le Cameroun. Ce n'est pas une victoire usurpée. Devant aussi le voisin guinéen, vous avez vu également que le Sénégal s'est montré en maître. Et je pense que, voilà, avec cet état d'esprit, on peut bel et bien doucher les ardeurs des Ivoiriens et résumer le match en une mi-temps. C'est une nouvelle ère aussi qui s'ouvre, parce que la Côte d'Ivoire a justement changé de coach. Il y a un nouveau profil qui est maintenant à la tête de l'équipe. Mais ça va être une opération commando, peut-être on va interroger un peu le jargon militaire. Ça va être une opération commando pour MRC Faye. Il n'était pas préparé du tout, pas du tout donc, à être le coach des Ivoiriens pour donc, la deuxième phase de cette compétition. Le Sénégal pourrait profiter un peu de ce petit moment de déstabilisation-là. Voilà, pourquoi pas, pour prendre le dessus. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne les Ivoiriens, il n'est pas question de schéma tactico-technique. Il sera beaucoup plus question, en tout cas, d'aspect mental. Donc, ils vont certainement mettre l'accent, les préparateurs ivoiriens, sur
le mental sur l'aspect psychologique pour prendre le dessus sur le Sénégal, parce qu'il n'a pas du tout le temps, en tout cas, d'imprimer sa patte à cette équipe ivoirienne. Un petit peu juste. Parce que le match, c'est dans 72 heures, hein, pratiquement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Aliou Cissé est beaucoup plus au calme comparé à son homologue ivoirien. Voilà. Il ne faut pas non plus sous-estimer le Sénégal, n'est-ce pas, coach? Du tout. Oui, c'est vrai, on va vers un match assez croustillant. Je crois que ça sent déjà la poudre, mais a priori, on va simplement souhaiter que cette rencontre se déroule dans un esprit de pure fraternité sportive, puisque c'est simplement le sport, ça dure 90 minutes ou un peu plus, ou 120 minutes, ou au-delà, peut-être des pénaltys. Mais dans tous les cas, le Sénégal part avec un mental très fort, ça je crois que c'est démontré, et tout le monde sait, mais toujours est-il que les matchs Côte d'Ivoire-Sénégal ou Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est selon, c'est des matchs vraiment, disons, il y a beaucoup de sensations sur le terrain, mais ce qui est clair, c'est que c'est vrai qu'on parle toujours de système, mais moi je dis, aucun système, il n'y a pas un excellent système. Alors, il n'y a que peut-être l'utilisation de ces systèmes, l'efficacité, la manière dont ce système est utilisé qui va déterminer de la victoire de l'une ou de l'autre équipe. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, à l'UCC, c'est vrai que des systèmes qui changent. N'oubliez pas, nous avons un arrière-piston. Alors ça, il n'était pas dessiné, justement, Crépin Diatta a joué à l'aile, c'est ce qu'on appelle un arrière-piston. Ceci va, en tout cas, apporter d'autres choses sur le plan de l'engagement et sur le plan de la vitesse, alors que lui, il n'est pas un arrière latéral de métier. On en a fait. C'est pourquoi on dit un arrière-piston, donc qui est Crépin Diatta. Mais dans tous les cas, le Sénégal, aujourd'hui, est vraiment en pôle position. Puisque si on demande, si on s'amusait à dire le pronostic de cette rencontre, évidemment, les experts vont se tourner du côté du Sénégal, puisque déjà 3 matchs, 3 victoires. Ça, c'est une ascendance psychologique par rapport à votre adversaire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est en train de douter de ses capacités. Une équipe ivoirienne qu'on connaissait, Flambert Jovin, qui allait dans surtout la verticalité de son jeu. Mais aujourd'hui, on a vu le contraire. Si vous prenez un certain Nicolas Pepe, par exemple, alors celui-là, vraiment, on disait que c'était peut-être le déclencheur de cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il est un tout petit peu en baisse de régime et que, en tout cas, ce match va se gagner au mental. Le football, j'ai l'habitude de dire, c'est la seule discipline où vous pouvez être supérieur 2 fois, 3 fois à une équipe et qu'à l'arrivée, cette équipe vous bat. Ça, c'est qu'au football où on peut l'avoir. Vous ne pouvez pas l'avoir au basket, au handball, au volleyball, le rugby, n'en parlons pas. Les équipes, si elles vous sont supérieures, mais elles vous font voler en éclats. Mais le football, c'est une compétition à part. C'est un jeu d'erreur. C'est un jeu d'erreur. Et donc, les moindres erreurs, les balles de contre, peut-être mal exploitées, mais tout de suite, ça peut coûter quelque chose. Vous avez vu les CPA, puisque là-bas aussi, si c'est mal utilisé avec les CPA, mais ça peut poser des problèmes, ça peut faire basculer, en tout cas, une rencontre de football. C'est ça, on l'a vu avec les éliminations de grosses équipes, à l'instar de l'Algérie, du Ghana, ainsi que d'autres équipes considérées comme favorites qui ont été éliminées de manière très précoce durant cette compétition. Alors, colonel Ange-Michel Diatta, quelles sont vos appréhensions sur ce match Sénégal-Côte d'Ivoire? Ce serait plus peut-être un bon citoyen de supporter l'équipe et de les pousser à la victoire. Oui. Vous n'avez pas un petit peu peur de cette rencontre quand même? La Côte d'Ivoire qui revient en force grâce au Maroc. Peur, non, je ne crois pas. De toute façon, ça restera toujours un match de football. Et comme je dis, en tant que supporter, c'est de pousser, de prier pour que notre équipe quand même nous ramène la coupe. C'est ça. Elle a la satisfaction quand même de toute la population sénégalaise. C'est le mental dont on parlait tout à l'heure. On a besoin de ça. Colonel Kane. Oui, bonjour madame. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Je suis là pour les besoins de la célébration de la Journée internationale des douanes, qui est prévue le 26 janvier, mais cette année qui est célébrée le samedi 27 à Thiès, dans
dans la ville de mon ami Alioune Badara. Exactement. C'est un honneur encore. Donc, on aura l'occasion vraiment d'échanger sur toutes les questions que vous avez soulevées. Oui. Et nous souhaitons une bonne journée internationale à toute la communauté douanière internationale. Oui. Pour revenir au match, je crois que l'essentiel a été dit. C'est un match qui se gagnera au mental. Oui. C'est une autre compétition qui commence. La Côte d'Ivoire est miraculée et en général, quand on vous donne une seconde chance, vous vous accrochez sur cette chance. Mais si on joue sur la valeur intrinsèque des équipes, je crois que nous avons toutes les chances de l'emporter. Mais c'est un match de football et un match n'est jamais joué d'avance. Oui. Mais on a comme une équipe à tous les niveaux. Nous avons suffisamment d'éléments qui sont capables de relever les défis. Et n'anticipons pas le match. Je crois que le jour J, nous montrerons de quoi nous sommes capables. C'est le moment de sortir le grand jeu, voilà, comme on dit. Et je suis optimiste. Exactement. Alors, c'est forcément justement que je propose de nous rendre maintenant à Abidjan, retrouver Sarah et Anta pour la capsule CAN de ce matin. Et elles reviendront sans doute sur cette rencontre très attendue entre le Sénégal et le pays organisateur. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Vous le savez, en 8e de finale, le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire, pays organisateur. On reparlera de cette belle affiche dans un petit moment. En attendant, on revient sur le parcours incroyable des Lions en phase de poule. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, une première. Regardez. Alors aujourd'hui, c'était jour de repos pour les Lions, mais le staff a ouvert la tanière à la RTS. Nous avons réussi à recueillir quelques réactions. Voici Anta qui interroge pour nous Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané et Pape Gueye. Bonjour Sadio. Bonjour. Comment vas-tu? Santé, alhamdoulilah. Alors Sadio, première question. Est-ce que c'est difficile d'être Sadio Mané dans une équipe nationale? Non, pas du tout. Surtout avec les coéquipiers que j'ai. Donc, je dirais que c'est pas difficile. Alors, tu es très attendu par les Sénégalais, par tout le monde. Sadio Mané avec la Niwar. Oui, Nancho, Niwar Sadio Mané. Non, je pense que mon soutien là, daf may gën a jox courage pour joxe li ma mën lépp chaque jour. Pour finir, quel message ngay lancer Sénégalais yi nga xamante ne ñoo leen di seetaan di leen supporter tout le temps? maa ngi leen di gërëm di leen sant si soutien bi ngeen gën a continuer. Inch'Allah, on va tout faire pour andi coupe bi inchallah. Bonjour Idrissa. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Alors, tu reviens de blessure. Comment tu te sens? Je me sens très bien, alhamdoulilah. Je reviens de blessure, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour revenir le plus rapidement dans ce groupe et pouvoir participer à cette CAN. Donc, alhamdoulilah, je me sens très bien. 3 matchs, 3 victoires. Quelle lecture fais-tu de ces 3 matchs-là? Très positif, parce que c'était l'objectif, c'était de gagner tous les matchs. On ne pouvait pas espérer mieux, à part peut-être marquer plus de buts, mais voilà, 3 buts sur les 2 premiers matchs et 2 buts le dernier match. Franchement, on est très contents, il faut continuer comme ça, rester concentré du début jusqu'à la fin. On a connu Idrissa Gana Gueye très ambianceur on va dire, à l'intérieur de la tanière. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. A-t-il changé, Idrissa Gana Gueye? Ouais, j'ai pris en maturité, c'est normal, heureusement, parce que si après toutes ces années je reste le même, ça veut dire que j'ai pas évolué dans ma vie. Voilà, on était jeunes, on arrive avec un peu plus de folie, un peu plus
d'immaturité. Aujourd'hui, c'est ces jeunes qui prennent le relais. Et nous, on est là pour apporter cette sérénité, ce sérieux. Mais en tout cas, je reste le même. Je rigole toujours autant, mais peut-être que vous ne le voyez pas sur les caméras parce que je fais attention maintenant. Bonjour Paul Bégaye. Bonjour. Ça va? Ça va, nickel. Alors, ça fait 3 matchs, 3 victoires en tant que joueur sénégalais, fier de son peuple sénégalais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez en tant que joueur des Lions du Sénégal? Énormément de fierté. C'est vrai que ça fait 3 matchs, 3 victoires. On est très content de donner résultat. Je pense qu'on produit assez bien du beau jeu. Donc non, on est satisfait. Maintenant, on va dire que le plus dur commence. Parce que tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres. Donc on a un objectif en tête, c'est d'aller le plus loin possible, remporter cette coupe. Donc voilà, aujourd'hui, on y est et on va tout faire pour aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Anta. Ibrahima Mboup est avec moi pour répondre à quelques questions sur cette mission ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro précisément, sur le parcours des Lions, mais également ce 8e de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ibrahima, bonjour. On va d'abord parler de logistique. Je crois que c'est la première fois que nous avons un quartier général, c'est ça? La première fois depuis fort longtemps, en tout cas sur ces 17 dernières années. C'est la première fois que la RTS met en place un quartier général avec toute la logistique qu'il faut pour permettre aux envoyés spéciaux d'être dans d'excellentes conditions parce que ce sont des missions très longues, les couvertures de Coupe d'Afrique. C'est plus d'1 mois. Par exemple, lors de la dernière Coupe d'Afrique, nous avons fait 36 jours au Cameroun et on sera dans ces eaux-là si le Sénégal va jusqu'au bout et on le souhaite pour nos Lions, pour notre équipe nationale. C'est donc une mission très longue, il faut une bonne logistique, il faut de très bonnes conditions pour pouvoir permettre à tout le monde de travailler, de se reposer, d'être productif. Et je pense que la direction générale de la RTS a mis les plats dans les grands, comme on dit, pour mettre tout le monde à l'aise dans cette mission ici à Yamoussoukro. Alors, au-delà du quartier général, c'est aussi des moyens de transport, mais surtout le booking sur place. Ça aussi, c'est important pour le travail. Ouais. Le booking, c'est un travail en back-office qui est géré par Oumar Ngeban, qui est le chef d'équipe. Il fait un excellent boulot dans l'ombre. Et les premiers bookings ont été faits le 31 décembre. Au moment où beaucoup étaient dans les fêtes de fin d'année. Il y avait déjà les dernières réunions pour faire le booking avec le directeur technique, Nian et Ngeban et moi-même, pour voir quelles sont les positions que la RTS va acheter, quels sont les services à acheter. D'abord, il fallait réserver pour la position commentateur. Il y a eu aussi la position stand-up, c'est-à-dire qu'avant le match, le journaliste de la RTS peut être en direct avec Dakar. C'est une position qu'on achète aussi. Il fallait aussi booker pour les flash interviews que vous faites pendant la Coupe d'Afrique. Donc il y a aussi un autre booking pour la radio, parce que la radio aussi retransmet tous les matchs du Sénégal en direct. Et il faut aussi avoir une position commentateur pour 2 personnes en ce moment, Senday Domtiouf et Thierno Diallo, qui font donc ce commentaire. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a aussi le digital. Tout à fait. Parce que la RTS, c'est la télé, c'est la radio, mais aussi le digital. Nous sommes à l'heure des technologies de l'information, donc l'info va vite. Et à ce niveau-là, il y a une grosse concurrence et la RTS doit être présente. Et ce sont des bookings match après match. C'est ça. Donc, et vous payez, le service est donné. Alors, on va revenir maintenant sur le parcours des Lions dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Carton plein en phase de poule. On disait que ce groupe était celui de la mort. Finalement, le Sénégal a tout simplement survolé ce groupe. Le statut de champion d'Afrique a été respecté. D'après votre expérience, est-ce qu'on a déjà fait ça en CAN, c'est-à-dire gagner tous les matchs avec 8 buts marqués, autant de buts en phase de poule? Oui, c'est une première. C'est une première en 59 ans de participation du Sénégal à la CAN. Notre pays en est à sa 17e participation sur 34. Le Sénégal a participé à la moitié des phases finales. Donc depuis 1965, le Sénégal n'a jamais fait un parcours sans faute en phase de poule. C'est la première fois. On gagne tous nos matchs.
on marque 8 buts en phase de poule. Ça aussi, c'est un record. Ça n'est jamais arrivé. Donc, avec des buteurs différents. Ouais, avec des buteurs différents. Ouais, vous avez Lamine Camara, vous avez Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Ablaye Seck. Donc, il y a plein de joueurs qui ont marqué dans cette phase de poule-là. Ismaël Assar. Donc, cela montre la qualité qu'il y a dans cette équipe du Sénégal, le potentiel de ce groupe, sa maturité aussi. Parce que c'est vrai, il y a 10 joueurs qui découvrent la CAN, mais on a 15 champions d'Afrique dans cet effectif-là. Donc, ce vécu-là a servi à quelque chose. On n'a encaissé qu'un seul but durant ces phases de poule. Le Sénégal, on le sait, affrontera en 8e de finale le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ce n'est jamais facile de jouer un pays organisateur, mais avec une telle génération, est-ce qu'on doit se faire peur? On ne doit pas se faire peur, mais on doit être plus vigilant parce que c'est un autre match. Les phases de poule sont terminées. Là, on attaque les matchs à élimination directe, ce qu'on appelle les matchs couperés. On gagne ou on rentre? Ouais, on gagne ou on rentre. Vous perdez, direction l'aéroport, comme me disait un Ivoirien hier. Donc, ça ne va pas être facile parce que le pays organisateur, c'est souvent difficile de le rencontrer à ce stade de la compétition. Le contexte va changer, l'environnement du match va changer et sera en faveur du pays hôte. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire nous a souvent fatigués en Coupe d'Afrique. Jusque-là, on s'est rencontrés 2 fois. En 1965, la Côte d'Ivoire nous a battu 1-0. Et en 1986 aussi, au Caire, c'est la Côte d'Ivoire qui nous bat 1-0. Mais les contextes ont changé. Tout à fait. Les générations ont changé. Tout à fait. Le Sénégal a Comme grandi. avec le Cameroun. Le Sénégal a mûri. Le Sénégal a beaucoup plus de qualité. Et je pense que la pression sera du côté ivoirien. Et si on arrive à marquer tôt dans ce match, je pense que tout le public... pourrait être pour le Sénégal. C'est un public qui se décourage vite aussi, ça il faut le dire. Si on arrive à marquer tôt dans ce match, je pense que le Sénégal pourra s'en sortir. En tout cas, la pression sera du côté ivoirien, mais pas du côté sénégalais. Merci beaucoup Ibrahima Mboup. C'est moi, ça a été un plaisir. Cette première analyse de cette première phase de groupe, il faudrait que tu reviennes plus souvent sur la matinale. Ah, ce sera avec plaisir. Et sur le plateau, il y a mon ami et frère Alioune Badara Kane, le grand supporter. Merci beaucoup encore une fois. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Excellente journée à Dakar et continuez bien évidemment à prier pour la sélection nationale et à nous supporter. L'objectif, vous le savez, ça reste de ramener le trophée à la maison. Alors on prend match par match cette fois-ci. Ça ira, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sarah. Et nous gardons espoir, comme toi, ça ira, bien entendu, puisqu'il s'agit de l'équipe championne d'Afrique, on le rappelle, c'est important. Merci également à toutes les équipes de la RTS déployées actuellement à Abidjan et qui, comme on aime à le dire, nous permettent justement de suivre en temps réel cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, donc en Côte d'Ivoire. Alors, Alioune, quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe. Les larmes de joie d'Ibrahima Mboup nous manquent. Oui. Et on se donne rendez-vous au soir du 11 février. On se donne rendez-vous au soir du 11 février pour d'autres larmes de joie d'Ibrahima Mboup. Moi, j'ai pleuré après avoir visionné le match à nouveau vers 2h, 3h du matin. J'étais seul dans mon petit coin et j'ai pleuré, quoi. Comme un bébé. Comme des millions de Sénégalais. C'était trop d'émotions. J'imagine bien. Trop d'émotions. Ok, excellente suite. Et puis restez le plus longtemps possible en Côte d'Ivoire et revenez avec le trophée. Restez jusqu'à la fin, c'est ça. Et revenez avec le trophée pour la 2e fois consécutive. Alors, on parle toujours sport et cette fois, il s'agit de gymnastique, bien entendu. Coach Tandakha Ndiaye, on va parler de quoi aujourd'hui? C'est quoi le menu? Alors, je vous propose la proprioception. C'est donc quand on parle de proprioception en matière de gym et d'une manière générale, le sport, option, et que tout entraîneur, en tout cas, voudrait que ce soit l'entraîneur, que ce soit le préparateur physique, on pense régulièrement à la proprioception. On peut passer maintenant à l'exercice? Oui, alors, mais en attendant de vous dire que la proprioception, c'est quelque chose de très important pour les footballeurs, pour les rugbyman particulièrement, les rugbyman. Alors je disais que c'est vraiment la capacité de se mouvoir quand on parle de proprioception. Et là, il est surtout question également
de penser à la sensibilisation, la sensibilité même du système nerveux. Alors il y a des interdépendances, en tout cas en parlant de proprioception et en faisant justement le mouvement. C'est pourquoi je disais que c'est vraiment la capacité de se mouvoir. Alors on va laisser la parole au coach Bou et après on reviendra sur d'autres éléments. C'est ça. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là ce jeudi, donc on fait un coucou, un salut à tous ceux qui sont sur le plateau. On va aujourd'hui vous présenter notre thème qui va parler de la proprioception. Donc vous savez bien, la proprioception, si on parle de proprioception, on fait allusion très rapidement à l'équilibre ou bien à la coordination, en même temps la mobilité. Parce que vous savez bien, parce que ça fait partie d'une partie consciente et une partie inconsciente que le cerveau va nous faire opter et va nous faire en même temps travailler. Donc là, on va avoir des capacités, des qualités qu'on va devoir développer pour cela. Et pour avoir, ou bien pour faire développer cela, il faut des fois avoir des méthodes de travail telles que la proprioception qui va, comment dirais-je, demander le facteur où on va chercher à avoir le corps qui est déséquilibré ou bien même réduire vos surfaces d'appui. Donc de ce fait, on va aller très rapidement dans nos exécutions qu'on va utiliser par rapport à l'engin qu'on est le bossy-ball qui va créer le déséquilibre pour maintenant chercher un rééquilibrage de notre corps. Donc le cerveau a tendance à capter des informations qu'il va nous remettre et pouvoir maintenant faire une certaine partie d'équilibre dans notre corps. C'est ça qu'on appelle la proprioception. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter des exercices qui seront pareils pour un travail de proprioception. N'oubliez pas surtout, pour prévenir certaines blessures et maintenant anticiper sur certains des mouvements, c'est très bien ou bien c'est bon de faire travailler sa proprioception, car anticiper sur les mouvements, des fois on a des faux mouvements, on a l'impression des fois de tomber ou bien des fois même avant de tomber, vous pouvez rattraper cela par vos réflexes. Donc tout cela, par le biais de la proprioception, vous pouvez avoir ce travail-là. Donc on se donne rendez-vous tout de suite dans nos prestations. Merci à tout le monde. On a vu les démonstrations du coach Bou, mais j'ai envie de savoir ce que la proprioception, j'ai bien prononcé, apporte justement à ceux qui la pratiquent. Oui, que ce soit les sportifs amateurs, les sportifs professionnels, que ce soit aussi les sportifs de la masse, moi je dirais que c'est du pareil au même, c'est le même résultat, le même objectif. Alors l'essentiel, c'est donc avec ces parties du corps, par exemple que ce soit les articulations, parce qu'on a vu tout à l'heure, il était sur cet engin qu'on appelle le bossu. Alors donc ce bossu, c'est vrai qu'il y a aussi un certain travail d'équilibre. Et donc ça va, surtout je disais qu'il y a beaucoup d'interdépendance, parce que là vous avez à travailler un peu le cerveau, réfléchir un tout petit peu la coordination, et ensuite penser également au mouvement, la justesse de mouvement. Puisque là, on cherche, vaille que vaille, à travailler toutes ces qualités perceptivo-cinétiques, ce qui vous permettra en tout cas d'avoir une très bonne coordination. Et en tout cas, ça fait de l'équilibre, ça fait de la coordination. Et en tout cas, vous avez un excellent retour veineux. D'ailleurs, quand vous faites un genre d'exercice comme celui-là, puisque là, vous avez les os qui vont travailler. Vous savez, quand il y a articulation, les extrémités des os vont donc glisser les unes sur les autres. Et donc là, c'est un bon moyen de glissement. Vous avez aussi les tendons qui ne sont pas épargnés. Et vous avez enfin les aponevroses. Je crois que ça, c'est... En tout cas, il y a toute une gamme, en tout cas, de muscles, d'articulations, mais aussi des os. C'est ça. Alors, une réaction rapide peut-être sur ces exercices. Vous faites du sport, bien sûr. Ah, c'est clair. Bien sûr. Et naturellement, déjà, le doyen Tandara ne me démentira pas. Déjà, oui, c'est une composante extrêmement importante pour la condition militaire. Oui. Et mieux pour nous, sapeurs-pompiers, vous savez, notre métier requiert quand même beaucoup d'endurance, beaucoup de physique.
eu égard quand même à la spécificité du métier. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, Doyen Tandakha connaît bien les sapeurs-pompiers dans le domaine du sport. Ils ont tout le temps, pour le taquiner, été les meilleurs dans le cadre du sport militaire. Donc, pour nous, c'est le sport au quotidien pour pouvoir tenir notamment nos fonctions de sapeurs-pompiers. Oui, n'est-ce pas, colonel Kane? Oui, un esprit sain dans un corps sain, c'est l'idéal pour toutes les FDS, mais au-delà des FDS, ça nous permet de nous maintenir. Hein. Et je disais tout à l'heure au coach Tandakha que ça demande de la concentration. Il n'y a pas meilleur moyen que le sport que de se concentrer. Et surtout quand on fait une marche qui est souvent très recommandée, c'est des moments de forte concentration. Ça permet d'évacuer, ça permet de réfléchir. Et la prospection, comme il vient de le dire, est un moyen aussi supplémentaire de pouvoir partager avec d'autres ces éléments de communication. C'est important. Bien sûr. Alioune, tu es prêt à essayer? La proprioception. Ça ressemble un peu au yoga, on dirait, hein, mais avec un peu plus de mouvement. Oui, il y a une sorte de, parce par que moment, ça demande de la concentration. De méditation. Pourquoi pas, Ce serait pas mal, pourquoi pas. Voilà. Et tu abandonnes un petit peu les escaliers. Tu continues toujours avec les escaliers? Ah, mais toujours. Ça, c'est à portée de main, c'est à domicile. Je pense que tout un chacun pourrait profiter de ces escaliers pour renforcer un peu les membres inférieurs. C'est tellement recommandé, et même pour le rythme cardiaque, ça travaille bien le cœur aussi. Hein. C'est ça. Voilà. Comme quoi, on n'a pas de prétexte pour ne pas faire de sport. C'est pas, voilà. Le prétexte ne saurait exister. C'est ça. Alors, coach, pour terminer, quand on parle aussi de motricité, on pense notamment au cerveau. Ah oui, bien sûr, le cerveau, puisque je crois que c'est l'élément central, le cerveau, parce que là, il faut beaucoup réfléchir. Mais il y a d'autres éléments aussi qui entrent en ligne de compte. Ça c'est les cellules. Alors, la cellule, tout le monde le sait, c'est l'unité de base de tout être vivant, puisque la cellule assure d'abord, non seulement son fonctionnement, mais aussi le fonctionnement des autres cellules. Donc, il y a vraiment des interdépendances. Et donc, ça fait des milliards dans le corps humain. Les cellules, elles sont très nombreuses et ça entre aussi en ligne de compte. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de toutes ces capacités motrices. Vous avez aussi toutes les fonctions vitales qui donc vont entrer en ligne de compte, que ce soit la fonction respiratoire, circulatoire, mais aussi la conscience. Je crois que là aussi, ça fait bouger un peu le colonel Ange, puisque quand on parle de ça, on rentre un tout petit peu dans le secourisme, et pour parler surtout de toutes les fonctions vitales, par exemple, quand tous les réflexes de sécurité sont abolis, alors tout de suite, bon, ça, c'est le secourisme qui entre en ligne de compte. C'est pourquoi je taquine un peu le colonel, puisque là, c'est vraiment le domaine des secouristes, des sapeurs-pompiers, et donc un corps d'élite qui est justement réputé pour ça. Exactement. Voilà. Alors, c'en est tout. Merci beaucoup, coach, pour ce sujet très intéressant. Et encore une fois, nous avons beaucoup appris de cette capsule gymnastique de ce jeudi. Alors, sans plus attendre, nous allons tout de suite passer à la première partie avec l'un de nos invités, et c'est juste après ceci. Et nous recevons d'abord le colonel Papa Ange Michel Diatta, qui est chef de la chaîne emploi à l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il est également chargé de communication et aujourd'hui, il va notamment nous parler de la réception de plus de 500 véhicules par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à Lune. Et je pense que quand même c'est un événement phare pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Si je ne m'abuse, si on interroge bien l'histoire, jamais vous n'avez reçu autant de matériel en un coup. 515 véhicules voilà, qui seront réceptionnés demain, Inch'Allah, sur le tarmac, bien sûr, de l'aéroport Léopold Sédar Senghor par le président de la République. Tout à fait. Alors, je pense que cela quand même permettrait à ce corps-là de connaître une réelle montée en puissance, mon colonel. Oui, tout à fait. Donc, on est toujours dans cette dynamique de montée en puissance. Hein. Donc, déjà, depuis 2012, le groupement national des sapeurs-pompiers est passé en brigade. Donc, ce qui nous a permis quand même de développer certaines aptitudes et capacités essentielles. Ça s'est matérialisé d'abord par un premier plan d'équipement dénommé Polytechnologie. C'était en 2019. Donc, c'était déjà assez inédit.
Et cette fois-ci encore, ce second plan spécial d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, donc fort de quand même cette composante. C'est vrai que l'effet majeur, c'est en fait les 515 véhicules. C'est assez inédit et assez historique quand même pour le noter. Déjà que les sapeurs-pompiers dans la sous-région font déjà avec ce qu'on avait, on était quand même parmi quand même les sapeurs-pompiers les plus développés, non seulement sur les capacités des ressources humaines, mais sur la logistique. Et quand même 500 véhicules en un coup, je crois que c'est vraiment historique. Et ce n'est pas seulement ces 515 véhicules, c'est cette composante. Donc, au-delà des véhicules, on a la composante équipement de protection individuelle. Donc, c'est toutes les combinaisons pour les sapeurs-pompiers, on va dire classiques. Pour les nouvelles unités, on a des groupements des unités spécialisées, notamment les plongeurs, notamment ce qu'on appelle les services de secours RBC, donc radiologique, biologique, chimique. Le sauvetage déblaiement également. Donc ça, c'est des nouvelles unités qui ont été créées à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. On avait l'habitude de voir des sapeurs-pompiers en combinaison bleue. Maintenant, de plus en plus, il y a quand même ce changement qu'on note. Vous allez voir des sapeurs-pompiers en combinaison orange. C'est l'unité sauvetage déblaiement pour lutter contre les effondrements. Donc c'est cette unité-là d'ailleurs qui a été projetée en Turquie pour venir quand même en appui à nos frères turcs lors du séjour qu'il y a eu en février. On a des sapeurs-pompiers qui sont en combinaison rouge. Ça, c'est les spécialistes en intervention subaquatique que le doyen Tanda également connaît très bien. D'excellents nageurs, d'excellents plongeurs. On a également un bleu différent du bleu classique qu'on connaît. Ça, c'est les unités RBC. On les voit chaque fois qu'il y a des explosions ou des incendies sur certaines usines. Donc, tout c'est la composante radiologique, biologique, chimique qui est en train également de monter en puissance. Donc, elle était exclusivement basée à Dakar. Et je crois qu'à partir du matériel qu'on va recevoir, on va commencer à les déployer dans les régions où il y a quand même des risques, notamment où il y a l'étude de la Sonacos. On se remémore un peu les problématiques qu'il y a eu il y a quelques années avec l'ammoniac. Donc, on pourra au moins disséminer ces trucs. Donc, il y a la composante transmission et communication. Donc, là, présentement, à l'état-major, il y a un centre opérationnel de dernière génération qui est en train d'être finalisé. On a également beaucoup de postes et qui nous permettront une interopérabilité parce que chacun était dans son canal d'interopérabilité avec les autres forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Il y a également une composante formation par rapport quand même à tout ce matériel qu'on a reçu, notamment des engins spéciaux. Il y a une formation qui se fait et au Sénégal et à l'extérieur. Donc la formation se déroule présentement. Il y a eu des formations qui ont été faites, mais ils vont se poursuivre. Il y a également tout ce qui est quand même infrastructure, parce qu'il faut le signaler, il y a la caserne de Kermassar qui est en train d'être finalisée. Il y a des hangars qui ont été conçus pour recevoir tout ce matériel-là. Il y a également une école. Il y a déjà l'École nationale des sapeurs-pompiers qui avait été inaugurée par la brigade, mais quand même ce plan spécial vient renforcer avec une école de formation des militaires durant à Nioro, couplée à une école d'application. Donc tout ça, c'est pour renforcer les capacités quand même de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il y a des pièces détachées, évidemment, pour pouvoir quand même maintenir la condition de ces matériels-là. Au-delà de ça, il y a du matériel spécifique également qui vient notamment pour remplir les bouteilles à pression, les extincteurs, les appareils respiratoires isolants. Donc, c'est ces appareils qu'on a quand même qui peuvent nous distraire des fumées et des gaz toxiques. Donc, fondamentalement, c'est cette composante de manière ramassée que comporte ce second plan spécial qui est quand même assez conséquent d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La cérémonie se déroulera demain sur le tarmac de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor et c'est à partir de 8 heures. Donc, après l'installation des invités, il y aura un cérémonial militaire, l'arrivée des différentes autorités militaires et civiles.
Et le CROU, c'est l'arrivée du président de la République. Juste après, il y aura une présentation dynamique de ces engins qui sont tous sur le tarmac, comme je disais, de l'aéroport. Ça nous permettra également de magnifier, de rendre un hommage quand même à tous ceux qui ont commandé la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et qui sont encore là, ceux qui sont là et ceux qui ne sont plus là. De rendre un bel hommage parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Okay. Alors, on sait que les militaires ont le sens de l'anticipation. Alors, par rapport à la clé de répartition de ces véhicules-là, 515 véhicules, est-ce que tout a déjà été pensé, mûri? On sait à qui, en tout cas, oui, je tiens seront destinés certains matériels et tout cela. Et puis également, un autre volet extrêmement important, la maintenance. C'est bien beau d'acquérir du matériel, mais s'il n'y a pas de politique, en tout cas pour une bonne maintenance, ce serait comme qui dirait un coup d'épée dans l'eau, un investissement vain. À ce niveau également, quelles sont les dispositions que vous avez fini de prendre? Je vais commencer par la maintenance. Donc déjà, j'ai parlé de formation, qui dit du matériel, c'est du matériel carrément novateur, qu'on n'a jamais eu. Donc, naturellement, pour pouvoir, ne serait-ce que pour la conduite, les fonctionnalités, et ensuite pour l'entretien, on a envoyé des personnels se former dans quand même beaucoup de pays européens pour pouvoir quand même assurer le maintien en condition de ces matériels. Au-delà de ça, dans la composante équipement, il y a du matériel de diagnostic. Généralement, c'est vrai qu'on était relativement largué par rapport à cet état de fait. Parce que maintenant, quasiment tout est électronique. Donc, on a quand même ce matériel-là pour prendre en charge. Et on le sait, comme c'est du matériel spécifique, la problématique des pièces détachées. Donc, tout ça, ça a été pris en compte. C'est pourquoi, en fait, on a ces hangars-là à Tivaouane, à Dakar, donc de grands hangars pour nous permettre quand même d'avoir ces pièces détachées à disposition. Maintenant, par rapport également au dispatching des moyens, oui, quand même, on est maintenant à une soixantaine de casernes à travers le Sénégal. Donc, ce maillage-là va se poursuivre. J'ai parlé tout à l'heure de Kermassar. Oui. Il y a 4 jours, on a ouvert une caserne à Dar Djolof. Et ce maillage va se poursuivre. Ça, c'est bien. On a eu les statistiques, elles sont assez effarantes par rapport aux accidents de la circulation sur nos autoroutes à péage. Elles sont carrément effarantes. Là également, c'est prévu de mettre 24 postes pour démarrer intégrés. Donc, on est en train de finaliser le projet avec quand même les autoroutes du Sénégal et SECA pour pouvoir mettre des postes intégrés. Je crois que dans nos discussions, on en a parlé. Je prends l'exemple de Dakar. On est en train de planifier la mise en place de postes intégrés. C'est vrai que je donne l'exemple de la RTS. À vol d'oiseau, la caserne Malick Sy n'est pas très loin. Oui. Mais vous savez, entre nous, à certaines heures de pointe, si on doit quitter à Malick Sy pour arriver à la RTS, c'est-à-dire que c'est toujours l'étiquette qui revient, ils sont en retard. Naturellement, on connaît la problématique de la circulation. C'est peut-être d'essayer de mettre 2 petits postes dans certains secteurs de Dakar pour au moins rapprocher les secours des populations. Comme je dis, à la Médina, c'est la même chose que la RTS. Et dans beaucoup de quartiers de Dakar, les sapeurs-pompiers ne sont pas présents. On a une douzaine de casernes à Dakar opérationnelles. Et pour qui connaissent Dakar, qui connaît la densité de la population Dakar, qui connaît les problématiques de Dakar, c'est que c'est un gros défi pour nous. On a essayé d'anticiper, avec les moyens dont on disposait, à assurer un prépositionnement. Les prépositionnements, vous voyez aux heures de pointe, des ambulances, des fourgons, des motos. Oui, surtout, ça c'est une nouveauté, même dans le paysage ici à Dakar. Hein. Aussi, voilà, sur les axes. Ce n'est pas seulement à Dakar, dans les régions également, ceux qui sont de Saint-Louis, comme le colonel Khan, c'est qu'à la sortie de Saint-Louis, on a une ambulance. Saint-Louis avec ses problématiques déjà par rapport à la coupure. Donc le pont, si le pont est bloqué, naturellement, ça va être compliqué de sortir de l'île. Avec l'exploitation prochaine également du gaz et du pétrole. Voilà, avec l'exploitation prochaine du gaz, on a quand même des engins. On les appelle communément des engins de renfort contre les feux d'aéronefs. Donc, on vient en renfort quand il y a un feu d'aéronef. Mais au-delà de ces renforts-là, ces engins peuvent être très utiles. Donc, récemment, on revient de la Guinée,
on était parti quand même appuyer nos collègues guinéens par rapport à quand même un feu assez spécifique d'hydrocarbures. Et je puis vous assurer que c'est cet engin-là, ces engins de renfort qui nous ont sauvé quand même la mise. C'est à partir de ça qu'on a pu quand même réussir avec une stratégie assez adaptée à éteindre ces incendies. Anouchka ? Oui, une question avant de passer à la chronique archive d'Alioune Diop qui nous attend dans l'autre studio. Tout à l'heure, vous avez mentionné, vous avez parlé des accidents. Actualité oblige. Un autre s'est produit hier sur la route de Porokhane qui a fait 13 morts, 8 au départ et les 5 autres qui ont succombé à leurs blessures. Un accident de plus sur nos routes, très déplorable, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez dit, hein, un accident de plus. Je vais dire 65% des activités de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et on sait qu'on tourne autour d'un peu moins de 200 interventions par jour. 65%, c'est des sauvetages, secours à personne, assistance à personne. Mais le défi, c'est la rapidité un peu des secours. Oui. Le défi à relever. Oui, c'est ça que je vous dis. Le maillage, pour l'instant, n'est pas encore complet. Donc, une soixantaine de casernes pour une population et un territoire, c'est quand même relativement compliqué. C'est pourquoi le matériel nous permettrait de continuer le maillage. Comme je dis, avec les axes routiers qui constituent quand même une problématique, essayer de mettre des postes intégrés pour rapprocher les secours quand même des populations. À Thiès, il y a une seule caserne. Et c'est cette caserne-là qui rayonne sur Thiès et ses environs. Ouais. Donc forcément, vous voyez, entre la caserne où est-ce qu'elle est et l'autoroute à péage, je donne un exemple. Mais ce qu'on fait, vous voyez, quand vous passez sur l'autoroute à péage également, vous voyez un prépositionnement de véhicules et d'engins de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Mais je conviendrai avec vous que c'est largement insuffisant par rapport à quand même ce défi sécuritaire qu'il convient quand même de relever. Et surtout, on le sait, les populations sont devenues de plus en plus exigeantes quant à leur sécurité. Oui. Mais c'est une donne que quand même les autres autorités ont prise. C'est pourquoi cet appui assez conséquent de véhicules, de renforcement de capacité également par rapport au recrutement. C'est vrai qu'il y a eu quand même un énorme effort qui a été fait également à ce niveau. Oui. Merci beaucoup, mon colonel. Colonel Pape Ange Michel Diatta. Je rappelle que vous êtes le responsable donc, de la communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et vous êtes là pour nous parler de la réception donc, de 515 véhicules dédiés à ce corps si important, l'un des plus adulés également, surtout ceux à l'occasion donc, du fameux défilé du 4 avril. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent c'est l'un des corps quand même les mieux applaudis. C'est bien, voilà. Mais j'espère que vous ne ferez pas de jaloux. Peut-être que la douane aussi voudrait bien avoir plus de 515 véhicules hein, également, prochainement. Donc, on en reparlera dans la deuxième partie qui sera attribuée donc, au deuxième colonel. Exactement. Voilà, Ousmane Kane. C'est ça. Merci beaucoup. Le temps d'aller rejoindre Alioune Diop qui nous attend dans l'autre studio pour sa chronique archive. Bonjour Alioune. Bonjour Anouchka, bonjour à toute l'équipe de Kenkiliba. Je n'oublie pas, bien sûr, les invités. Aujourd'hui, dans Archive, on va parler de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. C'est le 24 janvier de chaque année. Donc, c'est l'UNESCO, justement, qui a choisi cette date. Et ce n'est pas un hasard. Ce qui l'explique, c'est que le choix de cette date, c'est le 24 janvier 2006, l'Union africaine avait adopté la charte culturelle africaine. Et l'UNESCO s'est appuyé sur ça, donc l'ONU, pour justement fixer cette date pour célébrer la journée africaine de la culture, la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Nous allons nous appuyer sur ça pour parler de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, décrétée ou démarrée en 2015 et qui va prendre fin cette année au mois de décembre. Vous voyez, raison pour laquelle ici à Dakar, on a célébré cette journée au monument de la Renaissance africaine ce mercredi avec comme conférencier le professeur Bouba Diop de l'Université Cheikh Anta Diop, ancien médiateur de l'UCAD. Il y avait aussi de la prestation musicale avec le groupe Afrobiotix venu d'Australie, le slammer Jawrin Ji et le rappeur Nigana, sans oublier Saro. Nous nous appuyons donc sur ça pour revenir un peu sur la célébration de cette journée
pour valoriser les cultures africaines en termes de développement économique, en termes de développement social, en termes de développement même environnemental, tout y est. Donc ce n'est pas seulement une célébration pour parler de la scène des arts ou de la création contemporaine, mais aussi de la culture profondément. Comme on dit, la culture, c'est un ensemble d'attitudes, un ensemble d'aptitudes et un ensemble d'habitudes, voilà, un ensemble d'habitudes, un ensemble d'aptitudes, un ensemble d'attitudes pour définir un peu ce que c'est que la culture. On va regarder ce reportage qui revient sur la dernière femme repérée comme dernière esclave justement aux États-Unis après l'abolition de la traite transatlantique. Elle s'appelle Matilda McQueer et elle est la dernière survivante aux États-Unis de la traite transatlantique des esclaves. Elle a été capturée en Afrique de l'Ouest avec sa mère et sa sœur par l'armée du royaume du Dahomey, puis transportée comme prisonnière au port de Ouidah dans l'actuel Bénin. C'est là que le capitaine américain William Foster les a récupérés et transportés illégalement aux États-Unis à bord d'un navire du nom de Clotilda, le dernier bateau connu à avoir transporté des captifs d'Afrique vers les États-Unis. William Foster transportait à bord de son navire 110 hommes, femmes et enfants enfermés dans la cale du bateau. La mère de Matilda lui a raconté plus tard comment les enfants terrifiés s'accrochaient à leur mère, gémissant pendant des heures dans la cale sombre. Le neveu de celle-ci et le fils d'un voisin qui était aussi capturé dans les mêmes circonstances sont morts pendant le voyage. Matilda n'a que 2 ans lorsqu'elle arrive en Alabama en juillet 1860. Elle appartenait à l'ethnie Yoruba, un peuple présent dans de nombreux pays du continent africain. Avant d'être rebaptisée Matilda aux États-Unis, elle portait le nom d'Abaké, qui signifie « née pour être aimée de tous ». Mais ironie du sort, au lieu d'être aimée de tous, elle sera vendue et asservie et son nom changé comme pour effacer toute trace de son identité. Lorsque les 108 survivants de la traversée sont arrivés à Mobile, en Alabama, la plupart ont été astreints aux travaux forcés dans les plantations locales. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, ils se sont regroupés et ont formé une communauté connue sous le nom d'Africatown. Certains de leurs descendants y vivent encore aujourd'hui. À seulement 14 ans, Matilda donne naissance à une petite fille. Le père était un homme blanc. Les circonstances dans lesquelles elle est devenue mère, alors qu'elle n'était qu'une adolescente, restent inconnues. Elle va avoir 2 autres filles métisses pendant cette période. Elle ne s'est jamais mariée, mais a eu plusieurs autres enfants avec un Américain d'origine allemande. En 1931, elle a fait une demande d'indemnisation pour son enlèvement et son asservissement, mais celle-ci a été rejetée par la justice américaine. Matilda McQueer est décédée en 1940 à l'âge de 83 ans. Elle reste à ce jour la dernière survivante connue de l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Voilà, Matilda McQueer, vous avez suivi ce reportage qui parle de cette dame repérée comme dernière esclave. Vous avez écouté, vous avez suivi comment ça a été atroce dans les cales de bateaux, comment ils ont souffert, ces esclaves. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup parlent de back to roots, revenir vers les racines. Il y en a ici au Sénégal. On a vécu cet Américain, cet Afro-Américain, Adi Mohamed, devenu maintenant King Adi, revenir depuis quelques années pour fonder un groupe de reggae, le groupe Jamchi Yalla. Leila aussi, qui a pris le nom de Kaouzabe, d'origine guadeloupéenne, installé au Sénégal depuis 1993. Si vous allez au Bénin, vous en trouvez. Merja, retour définitif pour revenir en Afrique après avoir quitté les Antilles. Il y en a eu dans pratiquement tous les pays africains où des gens de la diaspora reviennent carrément vers justement l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, inévitablement, on fait allusion
à ces diasporas. Donc la célébration de cette journée, c'est pour célébrer les cultures dynamiques du continent africain et de ses diasporas. Voilà, aujourd'hui dans Archives, on a parlé d'esclavage, on a parlé d'afro-descendants, puisque c'est la dernière année consacrée justement aux afro-descendants ou aux personnes d'ascendance africaine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre rubrique Archives. Je vais devoir retrouver maintenant Yolande Ndiaye pour plus près de vous, Genlen Djegé, dans le studio Ahmadou Ba. Excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi, Alioune Diop, qui en même temps est le représentant de l'ONG RAPEC. Il s'agit du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels qui est justement à l'origine de cette journée donc de célébration avec l'UNESCO. On te retrouve jeudi prochain dans Kenkeliba pour un nouveau numéro d'Archives et justement le clip du jour, un clip Archives ce jeudi, comme cela se fait toujours, que nous allons tout de suite suivre. À 7h passées de 44 minutes, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent depuis 6h30. Je rappelle également que nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et la seconde partie de cette matinale est justement consacrée à notre deuxième invité du jour. Et il s'agit du colonel Ousmane Kane, qui est directeur régional des douanes du Nord. Lui aussi vient à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la douane qui sera célébrée, permettez la répétition, ce samedi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions, en tout cas, du partenariat entre la douane et ses différents collaborateurs, si je peux m'exprimer ainsi, donc du secteur privé et public. Et donc, je vais m'attarder bien sûr sur ce thème-là. Alors, sur le terrain, mon colonel, comment se manifeste aujourd'hui ce partenariat que la douane a fini de tisser avec le secteur privé, mais aussi le public? Merci beaucoup. J'aimerais, avant d'évoquer ce partenariat-là, rappeler aussi la célébration de la journée du 26, qui nécessite quand même un petit rappel historique. C'est important. Cette date du 26 janvier, ça a été la session inaugurale de ce qui s'appelait à l'époque le Conseil de coopération douanière. Si vous regardez un peu l'histoire, toutes les grandes organisations internationales sont nées après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est 13 pays européens qui ont décidé de créer ce Conseil de coopération douanière, dont la session inaugurale a eu lieu, comme je vous l'ai dit, le 26 janvier 1953. Et après ça, c'est développé. En 1994, c'est devenu l'Organisation mondiale des douanes. Et donc, en rappel de cette date du 26 janvier, chaque année, le 26 janvier, la Journée internationale des douanes est célébrée par toutes les douanes du monde. Et cette année, le thème retenu est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Ça me permet de rebondir sur votre question pour dire que ce partenariat douane avec le secteur public comme le secteur privé ne date pas d'aujourd'hui. L'évolution un peu de l'organigramme le montre. En 2009, je crois, on a créé la direction de la facilitation du partenariat et des échanges, la DFP, direction de la facilitation du partenariat avec les entreprises. Et déjà au niveau de cette direction, il y a un bureau qui s'appelle Conseil aux entreprises et facilitation. Donc, autant d'instruments de facilitation qui sont là. Déjà, d'abord, le partenariat avec le secteur privé, il date de longtemps. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons les colloques douanes entreprises qui ont eu à avoir lieu et un comité de partenariat douane entreprises qui permet de discuter un peu des recommandations issues de ces colloques. Mais au-delà de ces recommandations issues de ces colloques, il y a d'autres points qui ne sont pas traités au sein de ce cadre, mais qui peuvent être aussi traités au niveau des services compétents. Parce que parfois, c'est des problèmes ponctuels que les services concernés peuvent directement résoudre avant même d'aller à un niveau beaucoup plus élevé. Parfois, ça arrive. Un autre type de partenariat, nous avons le Comité national de facilitation des négociations commerciales internationales. Au sein du comité, il y a le groupe de facilitation des échanges qui conçut un cadre d'échange. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de participer à des négociations à Genève de l'OMC. Mais avant d'aller à ces négociations, on regroupe toutes les parties prenantes du secteur privé parce qu'on représente quelque part le secteur privé dans ces négociations. Et on se rend compte qu'au cours de ces négociations,
les pays occidentaux viennent avec des délégations très importantes. Nous sommes des délégations réduites en fonction un peu de nos moyens et nous traitons de tout. Mais avant d'y aller, nous recueillons les préoccupations et les attentes. Nous allons défendre, nous revenons et nous rendons compte. Ça, c'est des types de partenariats qui sont là et qui sont souvent évoqués. Un autre type de partenariat aujourd'hui, la douane a mis en place depuis quelques années ce qu'on appelle le partenariat public-privé, PPP, des entreprises qui bénéficient. Ces entreprises sont celles vraiment qui ont fait preuve d'une grande conformité sur la réglementation douanière, raison pour laquelle ils ont bénéficié de ce statut. Actuellement, pour répondre plus aux préoccupations de l'Organisation mondiale des douanes, un décret est dans le circuit administratif pour faire évoluer ce partenariat public-privé vers des opérateurs économiques agréés. Et ce sera ce statut d'opérateur économique agréé qui, en réalité, pourra sécuriser les recettes du Trésor. Un autre type de partenariat avec le secteur public. Le secteur public, nous avons déjà des partenariats naturels avec la Direction générale des impôts et domaines, la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor, qui est la banque de l'État, parce que pour le Sénégalais lambda, la douane encaisse les recettes douanières. Non, c'est le Trésor public. Et le Trésor public à travers la Direction générale des douanes, donc c'est un partenariat qui est là. Un autre partenariat avec la Direction du commerce extérieur à travers le ministère du Commerce, partenariat avec la Direction du commerce intérieur, parce que beaucoup de négociations pilotées par la Direction du commerce extérieur, notamment sur la ZLECAF, c'est un partenariat avec la Direction générale des douanes. Autant d'autres types de partenariats qui sont là, avec les FDS, Forces de défense et de sécurité. Le colonel des sapeurs-pompiers est là pour le confirmer. Et récemment même, moi je suis directeur régional du Nord, nous avons eu à faire un déplacement en Mauritanie avec toutes les FDS, sur la houlette du Comzone. C'est un exemple typique de partenariat. Et sur le terrain, comme vous disiez, ces partenariats avec les opérateurs, ça manifeste par des rencontres fréquentes et permanentes. Chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements ou des incompréhensions, au niveau local, chaque chef local peut trouver une solution avec les partenaires. Maintenant, quand les solutions nécessitent que les autorités supérieures interviennent, c'est à ce moment-là qu'on élève, entre guillemets, le contentieux. Mais à tous les niveaux, au niveau des chefs des grands bureaux, au niveau des directions régionales, nous avons la possibilité de trouver des solutions dans le cadre d'un partenariat avec le secteur privé comme avec le secteur public. Okay. Alors, on sait que dans ces relations avec la douane, le secteur privé, en tout cas les partenaires plutôt, on va dire, souhaitent beaucoup plus de souplesse, en tout cas au niveau un peu des procédures. Alors, d'autant plus que nous sommes dans un monde hyper connecté. Alors, à ce niveau, que fait la douane? Est-ce que la douane aujourd'hui est en train d'innover en termes d'utilisation, par exemple, du digital, la digitalisation de vos offres, de vos services et autres? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Merci. J'aime bien parler toujours de rappel historique. Si aujourd'hui on parle de la digitalisation, c'est la dernière étape de tout un processus commencé en 1990. En 1990, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de l'informatisation de la douane. Cette informatisation a commencé réellement par le calcul des droits au niveau de logiciel qui s'appelle Gaindé. Le fameux Gaindé. Gaindé 2000. Non, Gaindé 2000, c'est une structure. C'est une structure. Voilà, il y a souvent cette confusion. Ça nous a induit en erreur. Le logiciel Gaindé, on va dire. Voilà. Gestion informatique des échanges. Voilà. Gestion informatisée des douanes et des échanges. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce logiciel Gaindé qui est devenu assez performant au point de parvenir aujourd'hui à une digitalisation. Mais je disais tout à l'heure que c'est en 90 ça a commencé avec le calcul des droits dans ce logiciel. Ensuite, il y a eu en 2010 ce qu'on appelle la dématérialisation. La dématérialisation, c'est tous les documents qui accompagnaient la déclaration qui sont maintenant routés sur le plan informatique. Et maintenant, depuis le 2 janvier, c'est la digitalisation. Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple terre à terre, d'une déclaration de la marchandise la plus connue, c'est le véhicule. Avant, vous avez un véhicule qui est dédouané. Au moment d'effectuer le dédouanement, le transitaire faisait toutes les démarches et imprimait la déclaration sous format papier, allait déposer ça au niveau du bureau des douanes. Ça n'existe plus. Tout se fait maintenant sur la machine.
Et c'est seulement au moment où le bon an enlevé a été délivré qu'il est possible d'imprimer le document. On n'a plus besoin d'avoir son document, la déclaration physique, se déplacer, non. Depuis le 2 janvier, ça n'existe plus, c'est ça la digitalisation. Donc c'est tout un processus qui a commencé depuis 1990, qui montre un peu quand même que nous sommes assez en avance. Et il est important aussi de souligner que tout le système informatique de la douane est carrément sénégalais. C'est un système mis en place par des ingénieurs sénégalais. Les codes sources, tout nous appartient à 100%. C'est important. C'est un produit purement sénégalais à 100%. OK. Donc cela démontre qu'au sein de la douane, les ressources humaines sont vraiment de qualité. Et cela me permet de vous poser cette question par rapport à la valorisation du capital, le capital humain aujourd'hui. Est-ce qu'un agent des douanes, en 2023, il est épanoui, il bénéficie d'un bon plan de carrière, voilà, il se sent valorisé? La Direction générale des douanes a érigé récemment ce qui a été une division de formation en direction des ressources humaines. Cette direction des ressources humaines a mis en place un ensemble d'instruments qui permet de valoriser le capital humain à travers des formations, à travers un plan de carrière clair et défini. Aujourd'hui, ce plan de carrière nous permet aujourd'hui de savoir quels sont les types de formations, les types de modules qui sont enseignés. Et de plus en plus, c'est des modules qui sont conformes à la réalité. Vous dites que si un agent des douanes aujourd'hui est épanoui, il est en tout cas pris en charge par la Direction générale des douanes pour mettre au niveau des administrations, le meilleur agent possible pour répondre aux besoins du service public. Parce que le service public, c'est rendre un service au profit du citoyen sénégalais, parce que comme je le dis bien, c'est un sacerdoce. Et donc, mettre les agents dans les meilleures conditions pour répondre à ce service, ça c'est une des tâches dévolues à la Direction des ressources humaines à travers une gestion spéciale stratégique sur les compétences et les ressources. Donc c'est suffisamment d'instruments qui sont mis en place dans le cadre des formations initiales, des formations permanentes, des séminaires de renforcement de capacité pour mieux maîtriser la réglementation douanière, mais au-delà de la réglementation douanière, toutes les autres réglementations. Parce que de par sa position au niveau des frontières, l'administration des douanes apporte son concours à plusieurs administrations. Raison pour laquelle nous sommes tenus quelque part de compter un peu de tout de la réglementation des autres administrations, notamment le ministère du Commerce pour l'importation des produits, de tout ce qui est consommé, au niveau du ministère de l'Environnement pour savoir si les produits importés obéissent à la réglementation du ministère de l'Environnement. Et pareil aussi pour tout ce qui concerne les services sanitaires et phytosanitaires. Donc, tout ça aussi, c'est un type de partenariat qui est là, au-delà du fait que nous sommes tenus de contrôler toutes les marchandises qui sont importées. Et certaines de ces marchandises nécessitent des autorisations préalables des services concernés. OK. Et là, vous faites allusion aux nouveaux défis, les nouveaux défis auxquels vous êtes confrontés. Par exemple, un peu sur la gouvernance financière, un peu ces flux également, voilà, qui sont illicites, parce que vous êtes les soldats de l'économie, mais aussi le défi environnemental, je pense que ça, vous l'avez un peu abordé. Comment vous vous y préparez à tout cela? Ouais, on s'y prépare et on est déjà dans l'action. Vous y êtes déjà là. On y est déjà. Le blanchiment, voilà, aujourd'hui, avant de parler blanchiment, la douane verte, aujourd'hui, nous appliquons un peu toute une réglementation relative à la protection de l'environnement. Par exemple, l'importation des plastiques qui est prohibée, c'est nous qui devons faire ce contrôle, parce que dans les conteneurs, on peut mettre tout. Et vraiment, c'est grâce à notre vigilance qu'on parvient à déceler tout ça. Et toutes les espèces qui sont protégées aussi, c'est nous qui sommes au niveau des frontières aériennes, terrestres et maritimes pour contrôler tout ça. Les flux financiers illicites, comme vous l'avez dit, c'est à travers les contrôles que nous pouvons obtenir vraiment les résultats. Et dans ce cadre, nous sommes en parfait contact et envisageons des alliances avec des structures comme la CENTIF, comme GIABA, pour pouvoir quand même avoir beaucoup plus d'informations et la réglementation de ces pays pour pouvoir être vraiment à cheval sur ce qui se fait de mieux actuellement au monde. La protection aussi de la faune et de la flore, tout ça fait partie de tout ce qui concerne la douane verte et la protection des espèces protégées.
Aujourd'hui, la douane verte, comme vous dites, c'est un défi nouveau, les flux financiers, mais il y a aussi le commerce électronique. Vous savez, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui effectuent des ventes en ligne. Oui. Il faudra qu'on soit un peu plus en avant. Et au niveau de l'OMD, les négociations et les discussions sont actuellement en cours pour pouvoir obtenir ce que la douane doit pouvoir, à travers les négociations, les recettes douanières. Parce que parfois, ça nous échappe. Pour éviter que ça nous échappe, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous sommes obligés de travailler de concert avec toutes les autres administrations, mais surtout à travers les connexions que nous pouvons avoir avec les plateformes digitales qui effectuent les ventes en ligne. Merci beaucoup, mon colonel. Un rappel un peu du programme de célébration de cette journée internationale des douanes. Oui. La journée est prévue normalement le samedi, mais c'est célébré cette année à Thiès. À Thiès, le samedi 27, au niveau de la ville que vous connaissez bien. Oui. Le choix de Thiès n'est pas fortuit, parce que la territorialisation des politiques publiques est quand même une réalité chez nous. L'année dernière, c'est à Saint-Luc que nous avons accueilli la célébration. Il y a 2 ans, c'était à Tamba. Donc, chaque année, on essaie de rapprocher l'administration au mieux des populations. Thiès est en train de prendre de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, l'aéroport, c'est à Thiès. On a un groupe, le GPR, qui est au niveau de Thiès, qui prend de l'ampleur. Tout ce qui est de notre flotte maritime et fluviale, c'est dans la région de Thiès parce que c'est à Hambourg. Donc le choix de Thiès n'est pas fortuit. Ça permet aux autorités douanières de montrer aussi que la douane essaie de se rapprocher au plus des populations. Donc il y a cette manifestation qui se fera le samedi en présence du gouverneur. Ensuite, il y a une exposition qui est faite qui permet de relater un peu l'historique de la douane et de faire connaître aussi les hommes et les femmes depuis 2006 et les hommes qui ont animé cette administration. Vous savez, il y a beaucoup qui l'ignorent peut-être, mais Blaise Diagne, qui porte le nom de l'aéroport, a été un agent des douanes. C'est l'un des premiers contrôleurs des douanes connu qui a servi un peu partout au Gabon et un peu partout dans la sous-région. Entre autres, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à tous nos disparus, parce que même si l'administration est ce qu'elle est aujourd'hui, il y a beaucoup de générations qui ont eu à œuvrer. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui nous ont précédés, particulièrement le colonel Mayekor Diouf, qui a été mon premier chef du bureau, qui a été rappelé à Dieu il y a à peu près un peu plus de 2 ans. C'est l'occasion pour moi vraiment de rendre hommage à tous ces valeureux soldats de l'économie tombés sur le champ d'honneur. Merci beaucoup, colonel. Alors, en 30 secondes, le défi que l'on va fixer à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le rappel du programme de réception. Pour le programme, je l'ai dit tantôt, donc à 8 heures, c'est la mise en place. 515 véhicules, hein? Voilà, 515 véhicules. Et au-delà, il y a le cérémonial militaire, l'arrivée des différentes autorités militaires comme civiles. Le clou, c'est voilà, la remise symbolique des clés et puis la visite dynamique quand même de tous les enjeux à son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Et à la fin de la collation, donc, ce sera la fin de la cérémonie. Merci beaucoup, colonel Diatta. Merci, colonel Kane. Merci, coach Tandakha. Merci à lui. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Merci également à ceux qui nous suivaient depuis 6h30. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour le dernier numéro de la semaine. Et nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Au revoir. Early in the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we align was.